de vous expliquer comment est-ce qu'on peut étendre Helix ITSM, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, sans écrire une ligne de code. Vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit une ligne de code sur Helix ITSM, mais aussi sans utiliser l'application qu'on appelle Developer Studio, qui demande quand même des compétences particulières. Donc, comment est-ce qu'on peut étendre Helix ITSM de façon très simple? Donc, pour ça, je vais être obligé de faire un petit peu d'histoire, de revenir un petit peu en arrière, de vous expliquer comment ça se passait avant de passer à comment ça se passe aujourd'hui. Dans l'ancien temps, lorsque vous aviez besoin d'installer une application comme Remedy ITSM, par exemple, il y avait un certain nombre de choses à faire. Il y avait notamment besoin de quelqu'un pour passer les slides. Non plus. Comme ça, j'ai dû cliquer sur l'image. J'ai cliqué sur l'image. Donc, il y avait besoin d'abord, en général, d'un stagiaire jeune et dynamique que vous pouvez recruter sur le marché des transferts. Ça coûtait assez cher souvent à l'époque. Ensuite, le but du jeu, c'était de l'envoyer en salle serveur pour faire l'installation. Donc, c'est un petit peu un rite initiatique quelque part, donc une salle serveur. Alors, des fois, chez certains de nos clients, de nos partenaires, la salle serveur peut être très loin, sachez-le. Donc, Olivier peut témoigner, on avait besoin de marcher de temps en temps assez loin pour installer un serveur. Ensuite, le but du jeu dans une salle serveur, bien sûr, c'est de trouver le serveur. Pareil, donc c'est un petit peu difficile des fois. Et ensuite, on pouvait passer à l'installation. Donc, bien sûr, application compliquée, architecture 3 tiers, donc base de données, serveur applicatif, serveur web. Donc, on allait sur le manuel d'installation, quelques centaines de pages. Je ne sais pas si Laurent, ça te rappelle des souvenirs. Voilà. Et ensuite, il fallait penser à ravitailler le stagiaire en question, donc avec de la nourriture saine pour qu'il tienne le coup. Et des fois, ça prenait un petit peu de temps. Donc, ce qui était aussi plutôt sympathique, c'était de lui installer un petit coin pour dormir. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, les choses sont bien plus faciles. Ce qu'on a aussi mis en place depuis un certain nombre d'années, c'est une plateforme de développement d'applications qui s'appelle Innovation Suite, qui est basée sur le concept du MVC, Model View Controller, donc un peu à l'image de Salesforce, etc. Donc quelque chose qui permet à peu près n'importe qui de créer une application sans avoir besoin de compétences techniques. Cette plateforme, par contre, depuis quelques années, on l'avait uniquement à disposition en SaaS, donc dans notre cloud BMC. Et c'est sur cette plateforme qu'on a développé nos dernières applications comme Helix Business Workflow, comme le chatbot par exemple. Tout ça, c'était disponible uniquement en SaaS. Et aujourd'hui, grâce à la convergence de ces deux mondes, le moteur ARS sur lequel notre ancienne application ITSM était développée et Innovation Suite, on peut faire plein de nouvelles choses plutôt sympathiques. Donc tous ces composants, excusez-moi, qui reposaient souvent sur des bases de données différentes, etc. Aujourd'hui, ils ont convergé vers une seule et unique plateforme technique qu'on appelle Innovation Suite. Et tout ça donc sur une seule base de données. Et ça simplifie grandement un certain nombre de choses. Ce qui est aussi simplifié, c'est la containerisation de tout ça. Et la containerisation, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de l'agilité, de la souplesse. Je vais pas vous faire une démonstration de souplesse, mais croyez-moi, ça en apporte. Et aussi la possibilité d'installer les choses beaucoup plus facilement. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on veut installer Helix ITSM on-premise, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe très bien. Déjà, il faut demander à des spécialistes Kubernetes de déployer un cluster. Ça, il y a des gens très bien qui savent faire ça de façon très rapide. Donc, il faut ce cluster à disposition. Ensuite, on va mettre en place sur une machine, sur un serveur, ce qu'on appelle un deployment engine et un Arbor repository qui va contenir les images Docker qu'on va ensuite utiliser. Ça se fait facilement aussi. Ensuite, il faut quand même récupérer une clé d'accès pour déployer le logiciel. Chez BMC, c'est pas du freeware, hein. Il faut payer avant de pouvoir installer le logiciel. Donc on se connecte à l'EPD, comme ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Et ensuite, on va récupérer les images Docker. Soit on les récupère en local dans ce fameux Arbor Repository, soit on se connecte directement à container.bmc.com et on peut lancer l'installation comme ça aussi. Et enfin, on lance les pipelines Jenkins et tout se fait tout seul. Bien sûr, auparavant, on a paramétré les pipelines pour donner un certain nombre d'informations. Et donc des choses beaucoup plus optimisées qu'avant. Et donc ça simplifie grandement la vie de tout le monde. Alors qu'est-ce que va apporter le composant Innovation Studio à Helix ITSM? D'abord, c'est une plateforme qui est containerisée nativement. Et donc, c'est un ensemble de microservices, un ensemble de librairies qui vont pouvoir être partagées entre plusieurs applications. Donc, quelque chose qu'on a pu développer pour, à la base, le chatbot, par exemple,
va être disponible et utilisable pour d'autres applications, notamment des microservices cognitifs qu'on a peut-être mis en place pour analyser des données et les clusteriser d'une façon particulière. Ce microservice, vous pouvez l'utiliser pour d'autres applications. Ensuite, c'est une plateforme aussi qui est nativement capable de discuter avec des API REST et d'en exposer. Alors, effectivement, l'application ITSM, ça fait des années qu'elle expose des API REST. C'est quelque chose qu'on a rajouté, je dirais, il y a 5-6 ans. Là, par contre, avec Innovation Studio, c'est natif. Et notamment, le fait de consommer des API REST, c'est très facile, comme je vous le montrerai un petit peu plus tard. Ensuite, c'est une approche no-code, low-code, pro-code, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, sans écrire une ligne de code, juste à la souris, définir des processus, des écrans, etc. Mais si vous voulez aller jusqu'à créer vos propres composants à mettre sur les écrans de l'application, ou créer votre propre composant au niveau des process, vous pouvez le faire. Si vous avez des gens qui sont spécialisés en Angular, en Java ou en JavaScript, c'est possible. Par exemple, on a quelqu'un à la R&D à Santa Clara qui s'appelle Laurent Matteo, qui développe des composants en Angular pour les mettre à l'écran dans Innovation Studio. Donc, c'est des composants UI. Donc, si à un moment donné, vous voulez faire un échange avec lui, il faut vous lever au milieu de la nuit et on peut organiser ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, les processus que vous allez designer dans Innovation Studio, c'est comme les processus de traitement des demandes qui sont dans Digital Workplace Advanced, ils sont lisibles par tout et n'importe qui. Donc, on respecte les bonnes pratiques BPMN. Donc, n'importe qui peut comprendre le processus qui est en face de lui, a priori. Donc, à partir de là, on peut se demander, ok, c'est bien, on a ça qui complète finalement ElixITSM, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va pouvoir faire plein de choses et on va pouvoir notamment peut-être construire une application qui va utiliser des données de ElixITSM. Par exemple, construire une application de gestion d'un stock de consommables ou pour gérer des réservations de voitures. Ou à un moment donné, on va peut-être utiliser le référentiel des sites qui est défini dans ElixITSM et directement l'utiliser sans avoir besoin de le redévelopper. Donc ça, c'est une option. On peut aussi avoir envie de créer des nouveaux workflows sur ITSM. Donc, par exemple, on a pas mal de clients qui nous demandent d'outiller de façon un peu plus précise les CAB pour gérer les changements. Donc ça, c'est une demande qui revient assez souvent. Et c'est des choses qu'on peut faire comme ça avec Innovation Studio. Et enfin, tout ce qui est interaction avec des systèmes externes, là aussi, il y a des possibilités qui sont assez puissantes avec Innovation Studio que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai un exemple. Et par exemple, quand on a des clients qui veulent rajouter un processus pour qu'il y ait un SMS qui parte sur certains types d'incidents, quand il y a une priorité particulière ou une affectation particulière, une intégration avec une plateforme SMS, ça se fait en quelques clics avec Innovation Studio. À partir du moment où c'est une plateforme moderne, bien entendu. Donc, je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on peut construire une application dans Innovation Studio. Donc, la première étape, bien sûr, c'est une phase de design. Donc, on fait pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans l'application. Donc, ça peut se faire autour d'un tableau blanc. Hein. Donc, on réunit toute une équipe de spécialistes autour d'un whiteboard. On cogite, on met des post-it, etc. Ou on fait ça un petit peu dans son salon. Donc, je vais créer une application de gestion des voitures. Donc, je vais vouloir un formulaire qui permet de stocker la fiche des voitures, avec peut-être la plaque, la marque, etc. Et je vais tout simplement vouloir relier cette application, enfin cette voiture, à une personne. Et donc pour le référentiel des personnes, plutôt que de le recréer, je vais utiliser celui d'ElixITSM. Donc comment est-ce que ça se passe dans Innovation Studio? On va tout d'abord créer une application. Bon, ça se passe bien, hein. Je donne le nom court, je vais aussi préciser dans quelle librairie, dans quel répertoire en quelque sorte je vais la stocker pour pas la mélanger avec les applications standards BMC. J'ai dû mettre TechDay, je crois. Et donc, je vais tout d'abord créer la structure en base de données. Donc, créer ce qu'on appelle un record. Ça va être quelque part créer une table en base de données pour stocker mon affectation de voiture. Donc, la première fiche que j'avais dessinée sur mon magnifique tableau blanc. Et donc, je vais donner des permissions. J'ai un certain nombre de champs standards qui viennent par défaut, qui ne sont pas sans rappeler certains champs qui existaient déjà auparavant sur notre plateforme. Et donc, j'ai créé un champ. Je l'ai créé ou je le crée? Je crée un champ pour stocker la plaque d'immatriculation. Donc, je lui mets un champ technique, je lui mets un nom un peu technique, j'ai différents types de champs que je peux utiliser. Donc, c'est vraiment des choses qu'on pouvait faire déjà avant, bien sûr, avec Developer Studio. Simplement, là, ça se fait tout en web. J'ai pas de client installé sur mon PC. Je peux le faire de n'importe où. Je peux le faire depuis une tablette, je peux le faire depuis le Starbucks en bas.
de n'importe où, très facilement, sans avoir besoin d'installer Developer Studio. Donc maintenant, je vais créer ce qu'on appelle un external record pour récupérer quelque part au sein de mon application le référentiel ITSM des personnes. Donc c'est simplement, je crée cet external record, je ne vais pas dupliquer la donnée, hein, c'est juste pour l'avoir à portée de main de mon application et pouvoir déclencher des workflows ou en l'occurrence, je vais faire quelque chose de simple, hein, je vais afficher une liste, un menu déroulant avec la liste des personnes sur mon champ d'affectation. Et donc je précise de quel formulaire je veux récupérer les données, quelles données de ce formulaire je veux récupérer, j'ai pas forcément besoin de tout visualiser, j'ai besoin surtout du nom de la personne, peut-être de son cost center. Et donc je vais avoir au sein de mon application ces deux records. Donc c'est ma structure de données de mon application. Derrière, comme je vous le disais, je veux créer un menu qui va afficher les personnes. Donc je vais créer ce qu'on appelle une named list, tout simplement. Donc en précisant, bah voilà, mon menu déroulant, ça va être où sont les données dans mon external record que je viens de créer. Je peux mettre des critères, peut-être les personnes qui sont rattachées à un cost center, parce que les autres, elles n'ont pas le droit d'avoir une voiture, donc je n'ai pas de raison de les affecter à une voiture. Et j'explique quelle valeur je vais afficher sur le menu. Je vais revenir à mon petit formulaire que j'ai créé pour stocker les voitures et attacher ce menu au champ Assign To que j'ai créé pour stocker cette information. Donc là maintenant, mon application, il faut quand même que je crée des vues pour interagir avec, une UI, une interface utilisateur. Et donc vous voyez, ça se fait avec une palette. Alors j'ai plein de composants, je ne vous ai pas tous montrés. On a des composants classiques. Là par exemple, je vais un record editor, donc je vais pouvoir mettre différents champs de mon formulaire Car Assignment, un petit bouton enregistrer, et voilà, je vais enregistrer des données dans ce formulaire de façon très simple. Mais j'ai vraiment plein de composants ici, tout simplement parce qu'une application, par exemple, comme Helix Business Workflow, qui est quand même une application assez complète, utilise ce type de composants. Donc tout ce qui va être une barre de SLA, ou un petit composant pour mettre les informations de travail, des petits graphiques, etc. Tout ça, ça affiche là-bas. On a même des partenaires comme Fusion qui ont créé des applications et donc qui ont créé des composants là-bas pour afficher des diagrammes de Gantt, etc. Donc c'est vraiment une palette qui est très complète. Encore une fois, bien sûr, notre ami Laurent Mathéo crée des composants ici aussi. Ça fait 2 fois que je cite son nom. Si je cite une 3e fois, je vais devoir le payer des droits d'auteur, donc je vais m'arrêter là. Ça va me coûter cher. Donc je définis un bouton, tout simplement. Bon voilà, je vais enregistrer les données et fermer le formulaire. Donc là, bien sûr, j'ai fait quelque chose de très basique. Le temps nous est compté, d'autant plus quand on a pris un petit peu de retard. Mais bien sûr, on peut faire des choses plus complètes. Et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à partager l'information un petit peu plus tard. Je vous donnerai l'occasion de le faire. Donc là, j'ai créé la page d'accueil de mon application et je vais la tester. Donc, Visit Deployed Application. J'ai un petit bouton affecter un véhicule qui affiche ma vue. Je peux mettre des données, cliquer sur enregistrer et le tour est joué. Voilà, c'est l'application la plus simplissime du monde, me direz-vous, effectivement. On peut faire des choses un petit peu plus évoluées, comme j'expliquais. On peut notamment créer des processus pour interagir avec ces données. Avant de parler de processus, excusez-moi, quand même quelques exemples d'applications qu'on a développées sur cette plateforme ou de modules applicatifs qu'on a développés sur cette plateforme. Il y a notamment un module qui s'appelle Helix Insights, qui est inclus dans la souscription Helix ITSM pour tous nos clients SaaS, et qui permet d'appliquer des processus d'intelligence artificielle sur de la donnée pour aider. Aider comment? On a par exemple une partie Proactive Problem Management qui va aider le gestionnaire de problèmes à identifier les clusters d'incidents récurrents, par exemple le mois dernier. Donc, comment ça se fait? Tout simplement avec de l'analyse de données, du recoupement d'informations avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour déterminer ces clusters avec des heatmaps. Et derrière, en un clic, ce cluster d'incidents sur un problème VPN, admettons, en un clic, je vais pouvoir créer un problème qui va être relié à tous ces incidents et j'aurai vraiment toutes les données nécessaires pour faire en sorte que ces incidents ne se reproduisent plus. Partie de droite, ça le fait plutôt en temps réel. En temps réel, on va clusteriser les incidents qui sont ouverts au niveau du support et ça va permettre aux responsables du support de facilement déterminer une relation avec un incident majeur. Peut-être qu'on a 50 sollicitations sur un problème sur telle ou telle application. Plutôt que de les traiter tous les 50 unitairement, on va créer un incident majeur et traiter cet incident majeur qui,
bien sûr, résoudra automatiquement tous les fils. Mais quand on a 10 incidents par jour, c'est facile de le faire de façon humaine. Quand il y en a 1000 par jour, déjà, c'est plus compliqué. C'est là que l'intelligence artificielle nous aide. Donc ces consoles, elles sont disponibles, ça marche tout seul, inclus dans la souscription SaaS, et c'est une option pour les clients on-premise. Autre exemple, Fusion, notre partenaire, qui a créé une application qui s'appelle Agility Suite, qui est en fait une solution PPM, tout simplement, développée sur la plateforme Elix. Donc les clients, les utilisateurs finaux peuvent soumettre des idées pour, par exemple, demander une évolution sur une application. Ils peuvent soumettre des idées dans le portail Digital Workplace. Et derrière, en termes de traitement, donc tout le processus PPM, toute la mise en place de sprints d'implémentation, etc., ils peuvent être reliés à des changements ou des incidents dans ITSM. Tout ça, c'est natif, tout ça, c'est la même plateforme, les données sont là, c'est facile de les utiliser. Maintenant, ajouter des workflows ITSM. Donc, par exemple, donc un exemple qui nous a été demandé par un client américain, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un incident porte sur un équipement réseau et est affecté à une équipe particulière, automatiquement le système déclenche un trace-route vers cet équipement réseau pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être facilement fait avec Innovation Suite. Et donc, je vais vous montrer. Donc, c'est quelque chose qui a été fait pour un client américain. On a créé un nouveau process dans Innovation Suite. Vous voyez, c'est un petit peu flou là. Donc, c'est pareil, pour créer des process, il y a une palette. Et donc là, au début du processus, on va quand même récupérer certaines informations sur l'incident sur lequel le processus se déclenche. Donc on a une petite brique qui s'appelle Get Records by Query qui permet de préciser sur quel incident on travaille. Donc en général, c'est une variable d'entrée, hein, l'ID d'incident. Donc première étape, récupérer les informations. Deuxième étape, ce qu'ils veulent faire, c'est récupérer le résultat du traceroute dans une information de travail associée à l'incident. Donc la deuxième étape, ça peut être de créer cette information de travail. Et donc pareil, dans la barre des processus, on a une petite brique qui permet de créer des enregistrements, bon, en l'occurrence dans Elix ITSM. Donc je passe, il y a quand même quelques mappings à faire pour que l'information de travail soit reliée au bon incident, c'est mieux. Et dans un premier temps, pour l'instant, on n'a pas fait le traceroute, effectivement, donc on a juste la structure quelque part du workflow. Récupérer les données de l'incident, créer une information de travail. Pour lancer ce traceroute, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la plateforme, on va définir une connexion API. Une connexion API à un serveur qui, lui, va faire le traceroute. Et donc, c'est ce que mon collègue américain est en train de faire. Il définit depuis quel serveur il va faire le traceroute. Et donc, cet appel API, il est défini au niveau de la plateforme et il peut être utilisé par plusieurs applications, dont celle sur laquelle on travaille. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est documenter le format selon lequel on attend le résultat du traceroute. Donc ça, c'est une étape qui est importante. Il faut définir le format de sortie de cet appel pour pouvoir l'utiliser derrière dans un workflow. Et ensuite, on définit aussi l'appel API directement dans notre application. Donc on va faire un get avec un paramètre, etc. pour récupérer les données. Et maintenant, si je reviens sur mon éditeur de process, je peux utiliser la brique qui s'appelle Web Request. Et cette brique, je vais lui préciser l'API que je vais utiliser, comment je vais l'utiliser, donc avec quel appel, donc là c'est un get, et quel format de réponse est attendu. Et derrière, du coup, en sortie de cet appel Web Request, je vais pouvoir utiliser les données pour changer un peu le mapping de mon information de travail, peut-être mettre le résultat du traceroute dans le champ description, ou ce qu'ils ont fait après même, c'est finalement le mettre en pièce jointe de cette information de travail. Je suis désolé, ça va assez vite, mais on est un petit peu pris par le temps, mais je vous laisserai poser des questions après, notamment pendant la pause. Enfin, interagir avec des systèmes tiers, quelque chose encore une fois qui est grandement facilité par la plateforme. Donc admettons par exemple qu'on veuille se connecter à un référentiel public. Il y en a plein aujourd'hui, hein. La RATP en met plein en place si vous voulez requêter des données sur le métro, et un fournisseur d'électricité pas vraiment d'électricité, mais bon, RTE, met à disposition aussi tout un tas d'informations sur les postes électriques. Et donc c'est un référentiel ouvert auquel on peut se connecter très facilement pour récupérer des informations. Et l'idée, c'est peut-être après de faire dans le portail Digital Workplace une demande de service dans laquelle je vais pouvoir dire, bah voilà, je veux créer un incident,
mais sur quel équipement? Bah, un équipement que je récupère de ce référentiel. Et donc ça, c'est quelque chose qui va se faire là aussi très facilement, c'est-à-dire que je vais créer, là encore une fois, un point d'appel API, une connexion API vers ce référentiel public qui s'appelle RTE, donc qui a une URL d'accès que je récupère dans mon petit bloc-notes. Toute la suite de l'URL, c'est pour spécifier comment est-ce qu'on fait cet appel, est-ce qu'on fait un get, sur quels critères, etc. Donc ce point d'accès, on va le définir au niveau de la plateforme, et derrière, je vais l'utiliser pour créer une source de données. C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir cette source de données, les postes électriques de RTE, à disposition pour toutes mes applications sur la plateforme. Et je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai un point d'accès, d'ailleurs, c'est Remedy ITSM, puisque j'ai déjà ce point d'accès qui est défini, cette source de données plutôt. Maintenant, j'en ai un nouveau pour les postes électriques RTE. Et je vais créer une librairie. Je n'ai pas besoin de créer une application. Là, ce que je veux, c'est simplement que cette donnée elle soit accessible pour être utilisée ailleurs. Ce n'est pas une application à part entière. Donc, j'ai créé juste une librairie. Et un petit peu comme tout à l'heure, je vais documenter le type de résultat attendu quand j'appelle cette librairie. Donc là, bah, c'est un format JSON. Je vais juste faire un copier-coller. Et il va savoir l'interpréter. Petite sauvegarde. Je vais définir comment est-ce que j'appelle ce référentiel. Donc là, ce que je vais faire, c'est un get pour récupérer des données et un get aussi en passant un certain nombre de paramètres. Toujours des paramètres quand on fait ce genre de choses. Donc, préciser le dataset ou ce genre de choses. Alors, c'est documenté, en général, c'est documenté par la source à laquelle on se connecte. Donc là, ce que je vais faire, c'est un search. Voilà, je précise comment est-ce que je fais un get, c'est en utilisant ce chemin au sein de ma connexion API. Et enfin, je peux passer un certain nombre de paramètres. Donc là, je vais en passer un. Je vais passer en dur que je veux passer dataset égale Q. Ce que je peux faire aussi, c'est les passer au niveau de mes questions dans Digital Workplace. Ce que je vais faire après. Donc à partir de là, je vais utiliser ma source de données, poste électrique, pour générer encore une fois un external record que derrière je vais pouvoir utiliser de différentes façons. Et cette fois, je vais l'utiliser non pas dans une autre application, je vais l'utiliser dans Digital Workplace, dans mes questions. Vous voyez, toute la partie de gauche, tout ça, il l'a trouvé tout seul parce que j'ai créé tout à l'heure le document à partir du JSON. Donc voilà, j'ai mon petit external record qui est créé, que je vais pouvoir utiliser ailleurs. En l'occurrence, ailleurs, ça va être où? Ça va être dans le designer de questions de Digital Workplace. Je vais créer une question de type lookup. Alors, ça aurait pu être aussi un menu déroulant. Je donne un petit label un petit peu intelligible humainement. Et si je cherche maintenant dans les données où je peux récupérer de l'information, j'ai ce RTE poste électrique que j'ai créé tout à l'heure. Donc je dis quel valeur je vais afficher au niveau du menu. Et si j'ai des paramètres, des questions en plus, je peux les mettre ici. Donc voilà, ça se fait facilement. Pour conclure, désolé, je check l'heure en même temps. Donc du fait d'avoir cette plateforme convergée avec toutes ces briques techniques qu'on avait un petit peu éparses avant, du fait qu'elle soit containerisée et donc beaucoup plus moderne et ouverte qu'avant, ce que ça va apporter à nos différents clients, partenaires, c'est des évolutions plus rapides à mettre en place, parce qu'on va pouvoir utiliser Innovation Suite pour développer des choses facilement. C'est aussi une réduction de la charge de maintenance, parce que mettre plus de conteneurs en parallèle s'il y a des montées en charge, faire des mises à jour de conteneurs pour faire des montées de versions applicatives, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Et enfin, intégration facilitée, donc grâce à cette plateforme ouverte, donc moins de charges de développement pour mettre en place des intégrations, et une maintenance aussi, a priori, des intégrations plus faciles. Donc, avant de vous laisser poser des questions, et avant de vous laisser partir en pause, boire un café et rentrer dans le monde virtuel de Helix Virtual Knowledge Center, je change de nom à chaque fois, j'ai l'impression. Je vais vous inviter à un petit quiz. Donc, je vous invite à prendre votre téléphone et à aller sur slides.com/df3q6 ou vous pouvez vous lever aussi et venir scanner le petit QR code si vous le souhaitez. Donc, il y a un quiz. Hop, bien.
DF3 Q6. J'en profite, je suis tout prêt. Je me connecte comme ça. Hop. Ah. Comment ça? Mais il est là-haut. Ah, vous voulez, vous revoulez le QR code? Hop. J'ai du monde. Un bonjour à Monsieur Carillon. Il n'est pas dans la salle quand même, non? Ça veut dire qu'il nous a entendus sur le live. Qu'il m'entend peut-être toujours d'ailleurs. Voilà, bah, je crois que c'est fait. Hein. Donc, alors, 19 joueurs. On va attendre d'arriver au moins à 20. On est à 20. T1. Est-ce que tu crois qu'on peut arriver à 25? 23? Ce serait bien d'arriver à 25. Oh là là là. Alors, on va commencer le quiz. Tac. Est-ce qu'on voit en grand écran? On voit en grand écran. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. Ah oui. Pourquoi je suis à la question 7 sur 8? Ouais. Ah ouais, mais est-ce que je vais bien être à la question 1? Ok. On va faire comme ça. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, désolé. Ah ben oui, voilà la première page. Voilà le QR code pour participer. Voilà les 26 joueurs toujours là. Merci à ce public fidèle. C'est vrai, je sais pas pourquoi. Heureusement on avait. Non, mais on s'est dit avec Benjamin qu'il fallait qu'on invite une personne intelligente et on a invité Salma. Parce que nous, bon, c'est celui-là, c'est celui-là. Et voilà, du premier coup. Alors, la base de données convergée de Innovation Suite contient, attention, votez. Pression, trop de pression, trop de pression. Mettre celle-là. Le temps est écoulé. Ah, je suis allé vite. Hein. Ça allait trop vite? C'est bon. C'était effectivement, toutes les réponses étaient bonnes. C'est-à-dire Innovation Suite, ARS et tout ce qui est développé dessus. C'est aussi la rapidité compte, bien sûr. Hein. Ah non, c'est la surprise. Déjà, le respect, déjà, pour le vainqueur. Parce que Olivier, pour l'instant, t'es pas mal. Voilà, c'est pas ici. Ouais, je sais pas. Ah. Alors, attention, question 2. Je peux designer des processus sur l'écran suivant d'Innovation Studio. Alors, sur PC, c'est très petit, mais sur téléphone, vous pouvez scroller pour voir les différentes possibilités. Pas du tout, c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas vrai du tout. Donc félicitations aux personnes qui ont des bons yeux, qui ont vu que c'était le premier. Ouais. Ah, désolé, c'est vraiment la rapidité compte. Et, voilà. Alors maintenant, voilà, c'était juste 2 questions. Par contre, maintenant, on va vous demander un petit feedback. Donc, désolé, je suis allé très vite sur la présentation. Donc, s'il y a des sujets sur la présentation précédente que vous aimeriez développer pour une prochaine session,
c'est le moment de mettre quelques idées. Vous pouvez jeter quelques idées, on va se laisser 30 secondes pour le faire. Et derrière, on pourra voter sur des choses qu'on pourrait organiser un peu par la suite pour faire un webinar ou autre chose. Tout. Hmm. On peut mettre plusieurs idées. Est-ce que je peux jouer mon rôle de modérateur pour enlever karting? Allez. Vous pouvez voter, vous avez 2 votes chacun. Une présentation sur les vacances de Flo, vous savez, en ce moment. Voilà. Désolé, j'ai laissé que 2 votes. Est-ce qu'on peut dire qu'on passe au résultat du vote? And the winner is Platform EDX et toutes ces briques. Effectivement, une vision globale, je comprends. Migration vers solution conteneur, oui. Ah bah c'était même pas. Ah, j'étais pas en haut, j'étais pas en haut. Innovation Studio, créer une app de A à Z, effectivement. Elix Insight, très intéressant. Une vraie démo d'une application. Il faut un petit peu plus de temps alors. Migration. Tout à fait. Donc on extraira tout ça et c'est à présent le moment où de la pause concrètement.